Bonjour. Allô, bonjour Myriam. Est-ce que tu me reçois? Gaëlle, oui, je t'entends. Ça y est, c'est parfait. Ok, super. Et là, tu me vois maintenant? Alors, il faut que tu baisses la tête parce que je vois Ah, plus. Voilà, là, je te vois. ok, super. Ouais, voilà. Alors, on va débuter dans quelques instants. Voilà. On est en train de faire les dernières installations ici en salle de conférence à l'université. Donc, on OK, va pouvoir commencer dans quelques instants. très bien. Ouais, merci de patienter. Merci à toi.
Nous démarrons, hein. Président, les deux présidents, on a le droit de démarrer. Allô, bonsoir Myriam. Bonsoir Issa. Oui. La voix de Gaël. Est-ce que vous me recevez? Très bien. Ah, je vous entends bien. Ok, excellent. On a déjà en salle ici. Tu peux ouvrir la caméra s'il te plaît, Étienne. Ok. On a déjà en salle l'un de nos panélistes, M. Ulrich Rousseau, directeur du développement et de l'entrepreneuriat de l'Université Senghor. Le docteur Atef El Chabraoui est en train de nous rejoindre. Je crois qu'il est en train de rentrer dans la salle. Donc, nous allons démarrer d'un instant à l'autre. Je peux rapidement, en attendant que M. Atef s'installe, rappeler un peu le contexte
de notre table ronde qui s'inscrit en effet dans le cadre de la commémoration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à l'Université Senghor. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à l'Université Senghor en est à sa 4e édition et c'est une activité qui vise à inciter davantage nos étudiants à la créativité et à l'esprit entrepreneurial. Voilà. Bienvenue, Dr. Atef. Bonjour. 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 Soyez le bienvenu, Dr. Atef. Donc, voilà, donc je disais à l'instant que nous avons Dr. Atef El-Chabraoui en salle et M. Ubi Koussou. Nous avons en ligne également 2 autres panélistes, M. Issa Bado de l'IFPD et Dr. Myriam Merad du CNRS en France. Et je commençais à rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit notre activité de ce soir, donc la table ronde SME, qui est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale, comme je le disais, et vise à inciter davantage les étudiants de l'université à l'esprit entrepreneurial et leur rappeler un peu l'importance de l'entrepreneuriat, l'esprit créatif également. D'une manière générale, la SME positionne l'entrepreneuriat comme un instrument susceptible de développer l'employabilité des étudiants. Donc, non seulement au-delà des compétences dures, des compétences techniques, on développe à travers cette activité, on renforce les capacités et les compétences transversales de nos étudiants. Et pour cette 4e édition, comme je le disais à l'entame, le thème de l'échange, le thème général d'abord de la semaine, c'est Osons la créativité verte. Donc, tout au long de la semaine, nous avons mené un ensemble d'activités pour sensibiliser les étudiants et les membres du personnel de l'Université Senghor à plus de créativité en lien avec le développement durable. Et pour cette table ronde qui nous réunit, nous allons parler de l'entrepreneuriat durable en Afrique. Quel levier d'action pour une résilience accrue? Je vais poser un peu le contexte donc, du sujet et ensuite laisser la parole à nos intervenants de D'accord. Donc, le contexte, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants constituent l'épine dorsale des économies, comptant pour environ 90% des entreprises et plus de 2/3 des emplois dans le monde. Selon l'ONU, le pourcentage de travailleurs indépendants, dont beaucoup relèvent du secteur informel dans les pays en développement, notamment en Afrique, tend à diminuer à mesure que le produit intérieur brut PIB par habitant augmente. En 2021, par exemple, la proportion de la population active travaillant à son compte était en moyenne de 47% dans le monde entier. Cette proportion s'établissait à 81% dans les pays à faible revenu, à 64% dans les pays à revenus intermédiaires, à 39% dans les pays à revenus intermédiaires supérieurs et à 12%, on va dire, dans les pays à revenus élevés, les pays développés. Et donc, dans ce contexte, l'ONU, à travers sa résolution 75-211 sur l'entrepreneuriat au service du développement durable de 2020, se déclare conscient de l'importante contribution que l'entrepreneuriat apportait au développement durable en créant des emplois, en stimulant la croissance économique inclusive et l'innovation, et en améliorant les conditions sociales, en contribuant à remédier aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Cette résolution souligne par ailleurs que l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat social et les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, jouait un rôle important dans le développement social et économique, un rôle essentiel dans le contexte de la COVID-19. Cette résolution est particulièrement intéressante donc, dans le contexte de la pandémie, mais également au regard des autres chocs économiques mondiaux qui se posent en ces années. Et par ailleurs, il faut souligner que les spécialistes en entrepreneuriat ont pris conscience du fait que le phénomène de création d'entreprises ne suffisait pas pour assurer le succès économique et durable des entreprises des pays. En Afrique, où le problème se pose davantage,
Le développement des entreprises ne s'accompagne pas nécessairement par la résolution de problèmes sociaux. En particulier, durant les années 80, les spécialistes de la gestion des organisations ont constaté que le bonheur n'est pas toujours corrélé avec la quantité individuelle d'argent accumulé, mais plus avec l'impact des individus sur leur environnement. Ainsi, on définit le bonheur comme le fait de contribuer au bien-être d'une communauté en général. Et cette prise de conscience a été suivie par une mobilisation générale visant à développer un modèle d'entreprise performante destiné à gérer conjointement l'entreprise et le système, à les mettre en relation et à effectuer des arbitrages entre ces deux éléments. L'enjeu est donc d'optimiser la rentabilité de l'entreprise en conciliant la valeur que l'entreprise produit avec le bien-être de la société. Et c'est donc dans ce contexte que nous nous réunissons ce soir autour du thème « L'entrepreneuriat durable en Afrique, quel levier d'action pour une résilience accrue ». Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Myriam Merad, directeur de recherche au CNRS, Dr Atef El Chabraoui, consultant à la Banque mondiale en Égypte, M. Issa Bado, spécialiste de programme à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, et M. Ulrich Oussou, directeur du développement et de l'entrepreneuriat. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser d'une manière générale nos étudiants et les membres du personnel sur ces enjeux, les enjeux environnementaux liés à la mise en place des initiatives entrepreneuriales. Donc, voilà un peu ce qui nous réunit ce soir. Donc, rapidement, avant d'avancer dans les discussions, je voudrais laisser la parole à Myriam pour se présenter. Myriam, est-ce que vous nous recevez? Oui, très bien. Merci, Gaël. Très bien. Je dois me présenter et présenter mes thèmes de recherche parce que ça a été déjà très bien fait. Je peux parler de mes thèmes si vous voulez. Exactement. Tu peux y aller. Voilà. Alors, donc, bonjour, je suis ravie d'être là. Merci à Gaël pour cette invitation. Et mes thèmes de recherche portent principalement sur le domaine de la maîtrise des risques, l'analyse des risques dans le domaine de la sûreté, de la sécurité et de l'environnement santé, de même que les thématiques résilience et développement durable, à la fois pour les entreprises et pour les territoires. Et plus particulièrement, je m'intéresse à la manière avec laquelle l'expertise scientifique se constitue autour de ce sujet, mais aussi la manière avec laquelle les décisions se prennent pour aller vers des situations améliorées en termes de prévention. Merci beaucoup, Myriam, pour cette brève présentation. Je vais laisser la parole à Dr Atef pour dire son mot aussi, se présenter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de faire partie de cette table ronde. Je m'appelle Atef. Je crois qu'il y a parmi l'audience pas mal de mes amis. Je travaille actuellement à la Banque mondiale en tant que consultant économique. Je suis également professeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'université égyptienne japonaise. Et récemment, cette année, je fais partie de l'équipe égyptienne qui préparait le COP27 au COP27. Je crois que le thème sur lequel on travaille depuis au moins 3 ans en Égypte, c'était de marier pas tellement le changement climatique, mais c'était de marier l'entrepreneuriat avec le système d'alimentation et l'innovation dans l'agriculture. Et je crois que ce sont des thèmes on va intervenir tout à l'heure, mais ce sont aussi le thème sur lequel je travaille depuis quelques années. Le fait que l'Égypte a organisé le COP et qui a accéléré l'intérêt de l'État et l'intérêt de beaucoup de partenaires, et fait qu'à la fin de la sommet, nous avons ouvert de nouveaux dossiers et de nouveaux horizons. Je crois qu'on parlera tout à l'heure. Merci, docteur. Je vais laisser la parole à Issa Bado, M. Bado. Merci, monsieur. Alors, il est très difficile de parler de soi. Alors, je cherchais même sur le site de l'IFDD quelle formation
pertinentes, je pourrais partager avec vous. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, je suis spécialiste de programme. Pour dire plus simple, je coordonne l'action de la francophonie qui vise à apporter des solutions aux acteurs qui ont la charge de négocier les décisions internationales en matière de climat, biodiversité et désertification. Je suis également chargé de coordonner l'action de la francophonie en matière d'accès à la finance climat. Et dans cette action, j'ai beaucoup de sensibilité à tout ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes pour apporter des solutions en matière de développement durable. Merci. Merci beaucoup, Issa. Je crois qu'on aura vraiment l'occasion de parler de l'expérience de la francophonie par rapport à l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes dans le cadre du développement durable. Je vais donc laisser la parole à M. Luc Rousseau pour se présenter également à l'assistance. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos panélistes qui ont accepté de nous consacrer ce temps de discussion, d'enrichissement mutuel. Merci à TEF d'avoir fait le déplacement malgré ton agenda très chargé. Merci Myriam, merci Issa de nous consacrer votre temps. Et moi, je suis gestionnaire de projet et je suis un peu plus spécialisé sur les questions d'entrepreneuriat, d'innovation et de stratégie. Et relativement à la thématique en cours, ce qui nous a amené à ramener, vous savez, dans le thème, vous avez plusieurs éléments clés, c'est l'entrepreneuriat durable et vous avez la résilience accrue. C'est parce qu'au niveau de la direction du développement de l'entrepreneuriat, en un mot facile, c'est la boîte de consultance de l'Université. Nous sommes là et nous gagnons des marchés, nous travaillons sur des projets avec des partenaires extérieurs. Ces deux derniers mois, par exemple, on a fait gagner le prix Macky Sall du CAMES pour la recherche scientifique. On a gagné d'autres choses, etc. Et donc, dans ce développement de la direction naissante, on a un groupe de recherche avec un travail, notamment à travers un contrat avec l'IMDR, et qui s'occupe beaucoup plus aux questions de risque. Et la thématique de la résilience revient souvent. Sachant que les éléments, les projets qui ont été les projets fondateurs de la direction, il y a notamment le projet qu'on a gagné en Côte d'Ivoire, qui était le projet de recherche sur la résilience des entreprises. Mais ces projets-là, il y a des étudiants de GGSI qui avaient travaillé dessus, et notamment Ismaël Bakila. Donc, au sein de la direction, il y a deux grands thèmes, il y a deux grands groupes de qui se tensent et qui ont rapport à l'entrepreneuriat et à la résilience. Et donc, dans les travaux pour discuter de l'entrepreneuriat vert, on cherche maintenant à ce qu'on fasse un lien entre l'entrepreneuriat durable et la résilience. Donc, voilà un peu, chers membres du panel, ce qui nous a conduit à amener vers ce thème-là. Et donc, je suis tout nu, moi je vais beaucoup plus vous écouter et aussi partager ce que nous faisons au niveau de cette direction-là. Et pour finir ma présentation, je dirais que depuis maintenant bientôt 10 ans, j'accompagne la Configes en tête de personnes ressources sur le PPEG, le projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, en lien avec le thème du jour, voilà ce que je peux dire me concernant. Merci beaucoup, M. Lee, de revenir aussi sur le contexte. Alors, on va avancer rapidement dans nos échanges, vu qu'on a accusé un peu de retard pour lequel on sollicite les excuses donc, de nos panélistes à distance. Je voudrais commencer donc l'échange avec M. Atef, avec le lien qu'on peut faire en réalité entre l'entrepreneuriat et le développement économique. C'est vrai, on a longtemps parlé du fait qu'il faut aller vers le développement, qu'il faut insister sur l'entrepreneuriat, notamment des jeunes et tout. Mais aujourd'hui, dans le contexte africain et tout, comment est-ce que cet entrepreneuriat peut être un levier de solution pour accompagner durablement les États vers le développement transfrontalier? Oui, merci pour me poser la première question qui réveille un peu la discussion. En fait, je suis vraiment intéressé à expliquer que les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont appelés officiellement
l'agenda de 2030 sont vraiment représentent pour les gens qui cherchent à développer une entreprise, à créer une entreprise, une sorte d'agenda, de vraiment un menu des opportunités avec lesquelles on pourra vraiment, pour la première fois dans l'histoire, relayer le fait de faire de l'argent, le fait de travailler pour soi, le fait de démarrer une entreprise qui rend de l'argent, qui crée non seulement un travail, mais une valeur de la recherche en général, avec la solution d'un problème de chez soi, d'un problème de où nous venons, c'est-à-dire notre village, notre quartier. Et la première fois qu'on a un menu très grand, si on est intéressé par résoudre le problème de l'éducation, la pauvreté, l'émancipation des femmes. Moi, je m'en tourne, il y a 2 mois, j'ai fait une formation à Sultanate Oman dans le Golfe, sur l'économie bleue et l'entrepreneuriat. Et je me suis baladé dans la littérature et trouvé qu'il y a 38 pays africains qui sont côtières, c'est-à-dire 38 pays africains qui ont de façades maritimes. Et imaginons qu'actuellement, non seulement l'économie verte, c'est-à-dire tout ce qui touche au environnement, à l'énergie renouvelable, tout ça, mais aussi la mer, l'océan. Et on trouverait qu'il démarrait une entreprise. Maintenant, probablement, nos ancêtres pêchaient normalement de façon traditionnelle. Actuellement, on fait de quoi? On fait des sports maritimes. On fait une petite entreprise où on peut louer des outils pour que les gens viennent faire des sports maritimes, faire des tours touristiques, faire beaucoup de choses à la mer. Et on ne pensait pas, probablement il y a 30 ans, on ne faisait pas ce genre d'activité. Mais c'est l'innovation. Donc, je reviens pour dire qu'on a un menu des opportunités autour de notre existence. C'est-à-dire, nous sommes là, en Côte d'Ivoire, en Égypte, Tunisie, où nous sommes. Il y a des problèmes d'ordre social, donc il y a des problèmes de l'éducation, de la pauvreté, de l'environnement, mais aussi il y a l'opportunité de saisir ce problème et utiliser l'innovation, utiliser la créativité et réfléchir et trouver des solutions. Et l'application de ces solutions va non seulement résoudre le problème de nos communautés. Je ne dis pas notre village, mais en gros, parce que l'entrepreneuriat existant, c'est un entrepreneuriat global. Moi, je ne pense pas à un problème qui résoudre un petit problème de chez moi, à côté de chez moi. Mais le fait d'innover, ça fait qu'agrandir la solution et avec la numérisation, avec tout ce qui vient avec, la petite solution innovatrice que j'ai développée peut également transporter et aller vers l'autre monde. Et probablement on parlera tout à l'heure de l'exemple comme Civil, comme des choses comme ça, qui a démarré une application toute simple en Égypte, qui devient avec une valeur colossale de plus de 1,4 milliard de dollars. Donc, ça fait un petit problème de transport commun ici au Caire, en Égypte, qui veut trouver une solution, je ne dis pas miracle, mais innovatrice, qui en fait transporte les frontières et peut à la fois résoudre un problème, mais aussi nous faire de l'argent et beaucoup d'argent. Donc, je crois qu'il marier l'opportunité, le fait de résoudre le problème de notre vie, plus faire rêver, c'est en fait une opportunité, notre jeunesse, et profitez-en parce que ça n'existait pas auparavant, en fait. Tout à fait. Vous avez une approche très intéressante. Vous positionnez désormais l'agenda 2030 comme un large éventail d'opportunités à saisir, puisque cet agenda expose les problématiques qu'on doit résoudre dans notre monde. Et vous positionnez également l'innovation comme un levier d'action pour aller plus loin et répondre durablement aux besoins des communautés et satisfaire
donc les 13 objectifs de développement durable. Je voudrais me tourner vers M. Ulrich Oussou pour demander comment est-ce que vous entrevoyez l'innovation, comme M. Atef l'a dit, comme levier pour vraiment propulser ce développement économique et enrichir davantage les communautés et nos États. Merci beaucoup. Je dirais simplement, de manière terre à terre, c'est quoi l'innovation? Ouais. Et je ne ferai pas une grande démonstration de ce que peut être l'innovation. Mais lorsque vous êtes créatif, vous arrivez à penser autrement. Et cet autrement répond à un besoin. Oui, on peut innover en restant dans un laboratoire. Ça, tout le monde comprend, ça fait de sens aujourd'hui. On peut innover dans les processus. Oui, et le recteur Vendel est arrivé. Et imaginez-vous, moi, je ne vais pas oublier, ça fait 8 ans que je travaille dans cette maison. Avant, quand on était en mission, on ne pouvait pas avoir accès au système de la maison. C'était un système où, quand vous êtes en mission, vous n'aviez pas un grand accès. Mais il est arrivé, il a dit, je ne veux plus de ce système, on passe au drive. Certains ont cru, certains ont dit, on va voir. La pandémie de Covid est arrivée et c'est comme si nous, on ne savait pas que Covid est arrivé. C'est un exemple d'innovation dans la manière de travailler. Nous, on a été prêts avant la crise. La crise est arrivée. Nous, on ne savait pas qu'il y avait crise, plus ou moins. On faisait déjà le télétravail, on faisait déjà les Zoom et pas Zoom, nous on utilisait Google Meet. On était déjà dans cette dynamique avant. On était dans le document qu'on a parlé bien avant. C'est un exemple de ce que l'innovation peut vous permettre, je dirais, d'être plus résilient et d'apporter quelque chose de nouveau. Regardez toute la créativité qu'il y a dans cette maison liée par exemple à la communication. On a plus d'impact. Avant notre page Facebook, on peut regarder le nombre de personnes qui regardaient. Mais regardez toute la dynamique. Comment on arrive à toucher encore plus de gens. C'est de l'innovation qui a pu amener. Regardez ce que vous pensez. Je prends cet exemple pour que les gens ne voient pas loin. Ce que vous pensez avant nous, il y a quelques années, 10 ans maintenant, de dire, ça ne sert pas beaucoup de recevoir que 200 personnes sur l'Assemblée et de déployer des activités sur le terrain, aujourd'hui sur les campus. Et regardez comment on n'est pas. Donc, l'innovation, terre à terre, elle est très importante et on dit que vous n'innovez pas, vous n'allez pas suivre la dynamique de l'écosystème. L'exemple que je donne souvent pour que les gens comprennent encore, c'est la photographie. Avant, quand vous avez une fête, avant de couper peut-être le gâteau, le gars, il arrive et vous dit, monsieur, il ne reste que 5 tirages à faire dans le film de mon affaire, parce que c'était des pellicules. Aujourd'hui, on peut tirer 1000 photos, sans s'en soucier. La musique, c'était les cassettes. Les gens qui n'ont pas pris en avant ces éléments-là se sont vite dépassés. Et donc, l'innovation va nous permettre de passer de l'étape un peu artisanale à une étape de grande consommation. Regardez toute la dynamique du attiqué. Attiqué, comment on peut le faire pour qu'on puisse le manger à Abidjan, qu'on puisse le manger, fait truc là. Fofana est venu ici il y a quelques jours, il m'a amené du tégué. C'est l'innovation qui a permis de conserver le tégué et de pouvoir le ramener à faire chose là. Et donc, lorsqu'il y a une création, lorsqu'il y a une créativité qui apporte de la valeur et qui répond à un besoin, c'est de l'innovation. Et comme vous le savez, les besoins sont immenses. Et on pourra que par l'innovation répondre à ces besoins-là. Même ceux qui sont ici, qui ont décidé à un moment donné dans leur vie de dire, ma licence ne me suffit pas, mon profil ne me suffit pas, je viens me renforcer davantage. Ils vont faire les choses autrement. Ils vont penser régler les problèmes des choses autrement, en apportant de la valeur, en apportant de la solution. Vous n'innovez pas, vous allez disparaître. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Oussou. Vous positionnez très bien l'innovation dans le sujet de ce soir. Vous faites rapidement le lien entre l'innovation et la résilience. On voit bien à travers votre intervention que l'innovation permet donc de rester dans la dynamique, de ne pas se laisser submerger et d'anticiper sur les crises et les risques qui arrivent devant. Et donc, avant de me tourner vers Mme Merat, qui va davantage nous parler de la résilience, je voudrais me tourner vers M. Bado. M. Bado, comme l'a dit Yves, davantage, il faut innover pour rester dans la dynamique et les entreprises sont au devant de la scène. Donc, innovent davantage pour répondre d'autant plus aux besoins de la société. Cependant, on s'est rendu compte que ces innovations sont aujourd'hui source de plusieurs nuisances
pour notre environnement et il se pose beaucoup la problématique de la durabilité. Pour vous, comment peut-on faire le lien entre répondre aux besoins sociétaux et entreprendre et toujours rester dans la durabilité? Quel lien pouvons-nous faire donc, entre cet entrepreneuriat qui se veut durable et la réponse aux besoins de notre temps? Merci pour cette opportunité. Je vais répondre avec des termes simples. Lorsque nous parlons de développement durable, c'est parce que dans notre société, nous avons des défis importants qui touchent à la fois les questions d'accès à l'emploi, les questions de pauvreté, les questions d'égalité, des questions, si vous voulez bien, de subsistance des populations. Et j'ai été pendant une dizaine d'années dans un processus qui a travaillé à prendre des décisions internationales. Ce que nous avons constaté, c'est qu'une fois que ces décisions sont prises, et effectivement, nous avons parlé aujourd'hui des ODD, mais après, il faut que ces engagements internationaux, ces cadres soient appropriés au niveau local, parce que l'action, c'est sur le terrain. Les politiques publiques ont tout un sens important. Autant l'entrepreneuriat est la clé pour traduire ces engagements, je veux dire, ces objectifs en actions concrètes qui puissent servir, je dis, les populations. Et un des constats que nous avons fait justement, c'est que les jeunes sont la frange de la population qui ont la créativité. Nous parlons ici également d'innovation. Cette jeunesse, elle a besoin d'être orientée, elle a besoin d'être canalisée ou alors guidée pour pouvoir aider à valoriser son action qui peut aider justement au développement durable. Et c'est pour cela que de notre côté, au niveau de la francophonie, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place une plateforme, et pas qu'une plateforme, mais si vous voulez bien un outil d'appui à tout acteur, tout entrepreneur qui soit jeune. Mais c'est vrai, nous avons bien voulu l'intituler Jeunesse, Entrepreneuriat et Climat. Et c'est cette plateforme que je vous montre ici, ça s'appelle Jeux Climat. L'idée, c'est de montrer que la clé du développement durable, c'est entreprendre. Et j'aime bien cette vision de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire l'entreprendre, ce n'est pas forcément une entreprise, mais c'est l'idée de faire quelque chose, c'est-à-dire de porter une action qui ne soit pas les jeunes, qui ne soit pas les collectivités territoriales, qui ne soit pas les groupes comme les femmes, qui soient les populations qui sont victimes des changements climatiques, qui sont victimes, je veux dire, de catastrophes. Et donc, nous avons développé une plateforme qui répond à certains besoins des jeunes ou de tous les acteurs francophones qui veulent entreprendre dans le domaine du changement climatique. Ils ont besoin d'avoir des bons exemples. Et ce qui arrive souvent, c'est que des jeunes ont des idées et ces idées ne sont pas bien formulées ou encore l'un des défis, c'est la question de la mobilisation des ressources. Les jeunes ont besoin de savoir, lorsqu'ils ont des idées qui sont bien ficelées, où trouver les ressources lorsque cela est nécessaire. Ou encore, lorsqu'ils ont trouvé les ressources, comment conduire à bon port les projets. En ce moment-là, il y a la question de la mise en œuvre, la question de l'intégration, des considérations environnementales, des considérations de suivi, des considérations d'efficacité. Et c'est pour cela que la plateforme Jeux Climat comprend 3 phases. Il y a une phase d'idéation du projet, c'est-à-dire que vous pouvez, j'aurais bien voulu avoir le temps de vous faire parcourir cela, mais nous identifions des exemples de filières porteuses quand on parle de développement durable. Si vous voulez bien, ce que j'appelle des opportunités d'entrepreneuriat quand on parle de développement durable. Je vais quand même prendre 30 secondes pour parler de cela parce que ce n'est pas évident. Nous avons jusqu'à les années 2000 connu ce qu'on appelait les OMD. Et nous avions ce que j'appelle des secteurs d'emploi traditionnels. Et nous avons tous embarqué dans ce que nous avons appelé, à partir de 2018, les ODD. Il est important que le grand public comprenne, en termes d'opportunités, qu'est-ce que ça signifie? Quel type d'emploi, quel type d'entrepreneuriat je porte qui s'inscrit dans les ODD
et qui est conforme justement aux attentes des populations qui ont besoin, particulièrement pour les jeunes, d'avoir de l'emploi, d'avoir des opportunités de façon simple. Donc, la phase d'idéation identifie des secteurs qui sont, je dis, en phase avec les ODD. Donc, ce soit, par exemple, des emplois comme, je dis, dans le domaine des énergies, nous avons des activités comme le développement de charbon, d'unités de charbon vert, d'unités d'énergie solaire, de greniers traditionnels. J'ai envie de vous dire tout type d'emplois verts avec de la documentation, des vidéos sur les procédés. La deuxième étape, c'est l'étape à proprement parler de la conception avec une composante d'étude de marché, une composante de passage au marché. Nous avons aussi la troisième partie avec, qui concerne le développement du projet à proprement parler. Et dans cette partie, nous aidons les jeunes à identifier par pays, au niveau régional, au niveau international, les opportunités de financement. Quelles sont les fenêtres de financement? Et c'est une plateforme qui est appelée à évoluer et elle intègre la possibilité pour les pays de nous communiquer des informations sur les opportunités de financement afin que les jeunes francophones puissent facilement contacter les porteurs et peut-être, comment on dit ça, comment on dit ça, j'ai le terme en anglais, mais je dis soumissionner, c'est ça, aux opportunités de financement. Et je vais terminer sur un point important que nous avons développé dans le cadre de cette plateforme, c'est ce que nous appelons les ressources pertinentes. Nous avons, au cours de notre expérience, identifié quelques préoccupations des acteurs qui souhaitent entreprendre dans le domaine du développement durable. C'est le manque d'informations. Et cela est plus important pour les acteurs francophones parce que la documentation est plus vivante, elle est plus disponible en anglais. Et lorsque nous parlons de procédés, je donne un exemple, et moi, si je suis jeune et que je comprends que le secteur des déchets est un secteur important pour ma société parce que justement, nous avons un défi de gestion de recyclage. En français, ces informations manquent. Et nous avons créé cette section relative à ressources pertinentes, qui s'intitule ressources pertinentes, où nous avons, par emploi vert, toutes les ressources pertinentes que nous pouvons identifier, que nous avons pu identifier avec les partenaires, avec en fait, le travail aussi de la francophonie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Outre cela, nous avons également intégré dans cette section ce que nous appelons des formations collaboratives. Et des exemples que nous avons développés, par exemple, au Bénin, au Maroc, au Vietnam, ce sont des formations pratiques sur des exemples d'emploi vert où nous avons amené pour chacune des sessions une trentaine de jeunes qui se sont exercés à porter un projet dans un type d'emploi du début jusqu'à la fin. Voilà un peu ma présentation qui aurait pu continuer tant nous avons beaucoup de contenu, mais je reste disponible pour apporter des éléments de précision si nécessaire. Oui, merci beaucoup, Isa. Une très riche intervention qui complète avec illustration celle de M. Atef. Vous illustrez combien de fois les ODD peuvent servir de boussole pour accompagner les jeunes aussi à entreprendre, identifier les bons secteurs dans lesquels il faut investir et agir utile. Vous avez également fait le parallèle entre l'entrepreneuriat et le fait d'agir avec le verbe entreprendre, qui est un outil voilà, pour aller plus loin. Vous avez parlé aussi des défis sociétaux qui se posent. On va y revenir tout à l'heure avec les programmes d'accompagnement, mais je vois qu'on peut faire rapidement le lien avec la résilience, avec l'intervention de M. Oussou, de votre intervention également. Pour me tourner donc vers Myriam. Myriam, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. On a dit qu'il faut entreprendre durablement. On a dit qu'il faut répondre davantage aux défis de notre société, de notre époque. Mais par ailleurs, on nous parle aujourd'hui davantage de la résilience. Comment est-ce que cet entrepreneuriat qui se veut durable peut être un outil de résilience? Et la résilience, finalement, mot qui est servi à toutes les sauces, est-ce qu'on peut réellement faire ce parallèle-là sans se tromper? Merci Gaël. Alors, pour y répondre, je vais faire quelques retours en arrière.
Et je vais commencer par introduire la distinction entre l'entrepreneuriat dans le développement durable, c'est-à-dire dans les secteurs du développement durable, et l'entrepreneuriat qui serait durable. Et donc un entrepreneuriat durable, mais aussi un entrepreneuriat résilient. Et donc, pour comprendre en fait la distinction entre tout ça, on va revenir à un certain nombre de concepts parce que ils peuvent être emboîtés, mais souvent ils appellent des notions différentes. Alors, quand on parle de développement durable, vous êtes tous dans le domaine, c'est une façon de concilier en général des préoccupations environnementales, mais des préoccupations environnementales qui ne sont pas perçues in abstracto, elles dépendent toutes d'un contexte culturel, d'un contexte économique et d'un contexte social. Et donc, aller vers le durable, c'est cette manière de concilier un certain nombre d'enjeux de manière soutenable pour les pays. La retranscription des principes de développement durable pour les entreprises, quelles que soient les entreprises, c'est le principe de responsabilité sociétale des organisations ou des entreprises. En anglais, les Corporate Social Responsibility. Alors, ce concept de responsabilité sociétale pour les entreprises, il va être pas mal poussé par d'autres principes, voire d'autres normes, notamment une que vous connaissez, qui est l'ISO 26000, l'ISO sur la responsabilité sociétale. C'est une norme non certifiante, mais qui a l'intérêt de venir réarticuler un certain nombre d'enjeux qui se passent sur les sphères économiques, environnementales et sociales dans un tout qui va s'imposer aux entreprises si elles veulent s'inscrire, en tout cas à travers un certain nombre de codes de bonne pratique, puisque c'est ce qu'on va appeler une soft law, dans un cadre de bonne pratique, dans une trajectoire soutenable. Du coup, en fait, maintenant qu'on voit l'articulation entre développement durable et responsabilité sociétale, on voit que, en fait, on agit le principe de déclinaison de durabilité pour les entreprises, soit-il pour les entrepreneurs, les petites entreprises ou grandes entreprises, eh bien, ça reste le même principe qui s'applique pour les autres organisations. Maintenant, ce développement durable, il va se décliner avec un certain nombre de principes et on va dire que le degré numéro 1 pour les entreprises, c'est la prévention des risques, c'est la gestion des risques, soit-il les risques pour l'environnement, les risques économiques, c'est-à-dire qu'une entreprise, si on l'applique à l'entreprise, c'est une entreprise qui doit durer dans le temps, mais elle doit durer dans un milieu qui est soutenable. Et aussi, prévenir les risques sociaux, c'est-à-dire que des surcharges de travail pour les salariés ou au contraire des formes d'emploi qui sont en déséquilibre avec les besoins locaux, eh bien, a toutes les chances de ne pas être soutenable pour l'entreprise ni pour les pays. Du coup, le niveau 1 de la soutenabilité ou de la responsabilité sociétale, c'est de pouvoir articuler un certain nombre d'éléments de bonne pratique qui vont nous permettre de gérer à minima ce qu'on va appeler les risques connus. Les risques connus, c'est-à-dire, c'est ceux que l'entreprise entreprend et qui peuvent avoir des effets connus dans le passé en termes de corrélation entre poser une action et avoir des conséquences sur les tiers. Une grande partie des discussions, et là un des membres de la table ronde parlait de la COP à Sharm el-Sheikh ces derniers temps, où à la rigueur la réunion de la Global Platform des Nations Unies pour la prévention des risques de catastrophe, qui s'est passée à Bali au mois de mai de cette année, insistent quand ils articulent risque et résilience. D'ailleurs, la grande partie de cette réflexion résilience était pour lutter contre le changement climatique, ou dans le cadre ça c'est pour la COP, ou dans le cadre de la réunion de la plateforme globale sur la prévention des risques de catastrophe en mai de cette année, c'était passer du principe de prévention des risques au principe de résilience. Dans les deux cadres de ces grandes réunions politico-scientifiques, voire des fois purement politiques, eh bien, effectivement, ce principe de résilience, il vient s'inscrire presque en complémentarité ou en opposition à ce qu'on va appeler la prévention des catastrophes. Alors, c'est quoi la prévention des catastrophes? C'est que dans le cadre du changement climatique, les catastrophes que nous vivons actuellement vont changer de forme, c'est-à-dire qu'elles vont s'accélérer en termes de fréquence et elles vont s'accélérer en termes de
de sévérité de conséquences. Et que vous voyez, vu qu'on a quelque chose qui change, si vous reprenez le rapport du GIEC, en tout cas le dernier rapport du GIEC, eh bien, il va falloir, on ne peut plus que faire uniquement de la prévention, donc il va falloir continuer à essayer de réduire les risques, c'est-à-dire les probabilités de ces catastrophes ou l'ampleur de ces catastrophes, mais il va falloir changer de stratégie, s'adapter ou savoir rebondir. Ce principe de résilience, est-ce qu'il est poussé jusqu'à présent? C'est un principe de résilience qu'on appelle réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure, quand une catastrophe a lieu, de l'absorber, de revenir à la normale, voire un peu mieux apprendre, nous en tant que secteur économique ou secteur de la société civile. Ce qui va commencer à faire le lien avec cette question d'entrepreneuriat, ne serait-ce que sur le concept de résilience, eh bien c'est cette possibilité de passer de la résilience réactive à une résilience proactive, c'est-à-dire retrouver en nous, non pas uniquement les capacités de survivre et de vivre face aux catastrophes, mais de retrouver nos capacités d'agir individuellement et collectivement. C'est là où on voit le parallèle avec résilience et entrepreneuriat. C'est qu'on sort uniquement du concept d'entrepreneuriat qui est purement juridico-administratif ou dans le fond, mais c'est retrouver en nous nos capacités de faire et de ne pas dépendre d'autres tiers qui seraient effectivement de dépendre que de la sphère publique, mais revenir aussi à nos capacités d'agir. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre et être résilient dans ce contexte? Qu'est-ce que ça veut dire être proactif? D'abord, en fait, c'est cette proactivité, c'est-à-dire cette capacité d'entreprendre et de rebondir, eh bien, elle ne peut pas se penser que conceptuellement. Elle se construit dans nos pays avec des cadres politiques différents, des cadres économiques différents et une structure sociale qui est différente, qui varie dans sa structure, sa diversité, des équilibres hommes et femmes, des proportions d'âge. Ce qui veut dire que nous avons aussi chacun une façon de concilier les équilibres entre le secteur public et le secteur privé. Et une plus ou moins appétence dans le temps. Quand je dis appétence, c'est-à-dire une préparation dans le passé. De nos panélistes qui est au Canada montre un peu comment en fait le monde anglo-saxon a par exemple une plus grande habitude d'un dynamisme plus fort du secteur privé, là où certains de nos pays ont plutôt une tradition d'une plus grande sphère publique. Eh bien, suivant ces proportions entre sphère publique et privée, eh bien, avant même de pouvoir entreprendre, il faut qu'il y ait des conditions qui soient mises en place. Alors, cette capacité d'entreprendre et de rebondir, bien qu'elle dépende des individus, elle dépend aussi du contexte qu'on met en place. Bien sûr, il faut qu'il y ait l'envie d'entreprendre, mais aussi il faut qu'il y ait un climat de confiance, c'est-à-dire la possibilité d'entreprendre. Et comme vous le savez, quand on entreprend, on peut avoir plusieurs échecs. Et si on est dans un contexte qui n'accepte pas les échecs, alors la capacité d'entreprendre est érodée. Ce qui veut dire aussi que pour entreprendre et apprendre de ces échecs, donc être plus résilient aussi, continuer à être proactif, eh bien, il faut qu'il y ait cette formation, cette connaissance, à la fois des complexités de ce qu'est la charge d'entreprendre, c'est-à-dire connaître ce que veut dire que monter une entreprise administrativement, la faire tenir financièrement, qu'est-ce que ça veut dire qu'au début, absorber les moments où il faut positionner un produit et se positionner sur le marché. Tout à fait. Je vois très bien que vous faites bien le lien entre la résilience, donc finalement, de l'entrepreneur qui entreprend et qui propose la solution, la résilience de l'entreprise qui passe par aussi sa responsabilisation, sa capacité de prévoir, d'anticiper sur l'environnement et finalement l'impact que cette résilience-là aura sur la communauté par le fait que l'entreprise a apporté une solution durable. Donc, c'est excellent cette vision qui nous permet donc de faire le parallèle entre la question de la résilience et la question de l'entrepreneuriat. Et à partir de là, je voudrais me tourner vers M. Atef, qui a longtemps travaillé avec les gouvernements et les États sur les programmes de relance économique, les programmes de développement économique. Et je me dis,
quand on travaille donc, à développer dans ces pays-là l'entrepreneuriat des jeunes, avec peut-être des exemples que vous pouvez me rapporter, comment est-ce que ces programmes-là d'accompagnement à l'entrepreneuriat, et Issa l'a illustré avec le jeune climat, et j'espère que nos étudiants pourront en bénéficier. Et donc, je dis, comment est-ce que ces programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat peuvent permettre d'améliorer la résilience aujourd'hui dans ces communautés? Oui, certainement, la résilience, c'est une expression qui représente l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond tout le temps. Et toute l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est là où on redémarre, on échoue, on essaie à nouveau. Je crois que le programme d'accompagnement de ce qu'on appelle récemment, il y a une quinzaine d'années, l'écosystème, c'est-à-dire le comment on peut rassembler tous les éléments, tous les acteurs qui travaillent ensemble. En fait, dans le temps, on avait quelques hommes et femmes qui ont vu en fait leur chemin à travers des obstacles et travailler dur de façon indépendante avant qu'on crée l'accompagnement, par exemple, le pépinière d'entreprise, les incubateurs, le financement en fait par le banque de développement. Un phénomène très répandu actuellement. Je vous donne un exemple dans le monde arabe, dans le Proche-Orient. Le Proche-Orient actuellement est en fait les zones les plus actives dans la création des appuis de l'État avec 140 organisations qui travaillent pour faciliter, soutenir les entrepreneurs, proposer des financements, proposer des formations, proposer des incubateurs. Donc, et il faut voir les outils avec lesquels on peut mesurer l'entrepreneuriat au sein d'une société, au sein d'un pays, pour voir qu'il y a une progression, il y a une sorte de révolution en fait en Afrique et dans le Proche-Orient envers le nombre de gens qui démarrent des entreprises. C'est-à-dire dans 10 ans, je crois qu'on a triplé le nombre de gens qui démarrent des entreprises. Actuellement, dans le pays de l'Afrique du Nord, à travers le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, on est pratiquement 4 fois les taux en Europe. C'est-à-dire avec la jeunesse de l'Afrique, avec la population, la plupart en fait, la proportion des gens au sein de la population est vraiment considérable par rapport aux pays occidentaux. Donc, on a un taux d'entrepreneuriat qui a été poussé par le changement dans l'éducation, par l'intégration de l'entrepreneuriat en fait, au sein. J'ai participé dans l'Arabie Saoudite il y a à peu près 8 ans ou 9 ans à la création d'un programme pour les écoliers, pour les écoles, en fait, maternité, des gens qui ont 7 ans, 8 ans. Et la maternelle. La maternelle, pardon, qui apprennent, qui actuellement sont en train de faire chaque année dans toutes les écoles, le lycée, pardon, d'Arabie Saoudite, il y a un concours annuel qui s'appelle en arabe le petit commerçant. Donc, à l'âge de 9 ans ou 10 ans, les gens apprennent c'est quoi le commerce, c'est quoi l'argent, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi le modèle d'affaires. Donc, il y a une vague, en fait, d'apprentissage, de changement. Tous les États actuellement cherchent la croissance économique. Donc, la croissance économique fait qu'on on fait appel à toutes les forces de la société. Tout le monde doit, en fait, faire, à partir du moment où le taux de chômage est très élevé, donc on se tourne vers l'entrepreneuriat. Donc, en même temps, on a des opportunités à travers les problèmes sociaux, avec les défis économiques et sociaux, les défis de l'éducation. On ne peut pas, un pays comme l'Égypte ne peut pas en fait construire des écoles partout. Donc, on a actuellement ce qu'on appelle les écoles de communauté, qui sont
des petites écoles qui ont été créées par les organisations non gouvernementales ou des entreprises sociales. Donc, il y a actuellement dans les citoyennetés quelques milliers de petites écoles comme ça, une classe, qui sont adhérées au système de l'éducation égyptien. Je me souviens aussi à Sultanate Oman, il y a 8 ans, on a fait l'économie verte, on a fait des ateliers de l'innovation pour l'économie verte et depuis, je crois qu'actuellement, il y a 12 entrepreneurs omanais dans le Sultanate Oman qui fournissent l'électricité pour l'État. En fait, la technologie fait qu'on peut acheter en fait la création de l'énergie solaire et puis on crée une entreprise et puis cette entreprise peut être rentable. Donc, l'exemple que les États en fait ouvrent la voie vers ces entrepreneurs qui deviennent fournisseurs d'électricité et d'énergie. Donc, le changement n'est pas seulement le changement dans l'éducation, dans la mise en place de beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations ou d'incubateurs ou de pépinières, mais aussi un changement légaliser en fait le fait qu'on a un petit entrepreneur qui peut fournir l'électricité à l'État. C'est quand même quelque chose. Positionner l'entrepreneuriat comme finalement une solution pour renforcer l'action de l'État. Voilà, absolument. Donc, les entrepreneurs accompagnent l'État pour répondre davantage. Voilà, venir en aide de l'État, compléter le vide aux les opportunités, ce soit le vide, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, moi je vais compléter, ou innover, comme Ulrich mentionnait l'innovation, c'est-à-dire innover, parce que nous sommes dans un pays où on n'a pas beaucoup de ressources économiques, donc on doit en fait, innover et pour faire ce qu'on appelle l'innovation durable, c'est-à-dire innover aujourd'hui, innover demain et innover après-demain. Vous positionnez vraiment l'entrepreneuriat vraiment comme une solution d'accompagnement et ces programmes qui incitent, donc qui sont mis en place par les États pour accompagner les entrepreneurs deviennent finalement une mine d'or pour répondre davantage aux besoins de la société, des communautés et finalement améliorer la résilience. Le savoir-faire africain dans la création de centres de formation des incubateurs, on peut citer, comme je le cite toujours, l'Afrique est le champion du monde de plateformes de financement collectif, par exemple. Les taux de croissance de plateformes de financement collectif en Afrique est le plus élevé au monde. C'est-à-dire qu'on a non seulement on a adapté les outils de la création d'entreprises et le soutien, mais aussi on l'a développé, on a utilisé de façon probablement, je dirais, massive. Très intéressant. Et avec ça, on va se tourner vers M. Issa, peut-être son transition, pour dire, aujourd'hui, on a vu que la francophonie est un acteur principal donc, de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Vous l'avez démontré encore avec la plateforme présentée. Comment est-ce que, finalement, ces solutions d'accompagnement aux entrepreneurs ont permis d'impacter les communautés dans lesquelles ces projets-là s'installent? Quelles leçons vous tirez de ces interventions du côté de la francophonie? Merci pour cette question. Alors, la leçon qu'on tire pour nous-mêmes, c'est la pertinence de cette initiative. C'est aussi un besoin de calibrage dans le sens que nous avons offert ces deux dernières années une liste d'emplois verts pour lesquels donc, on avait toutes les informations, les procédés. Calibrage parce qu'il y a plus de demandes des jeunes. Donc, il y a d'autres emplois, d'autres secteurs que nous sommes en train d'intégrer. Du côté des jeunes, les leçons que nous tirons, c'est que aujourd'hui, par exemple, en seulement suite à une campagne de 2 semaines, nous avons 1200 jeunes qui ont intégré la plateforme G-Climat. Donc, le besoin est réel. Le besoin est réel et les retours que nous avons chez les jeunes, c'est la nécessité d'intégrer aussi du mentorat. Nous avons du mentorat et ce mentorat-là, nous l'avons conçu pour qu'il soit là seulement lorsque les jeunes ont fini de passer les étapes de la plateforme. Parce que c'est une plateforme qui exige que les jeunes, je veux dire, ils passent en revue les connaissances, les connaissances théoriques, qui ensuite s'exercent à monter le dossier, en fait, le plan d'affaires. Et c'est seulement à la fin de cela que le mentorat est disponible pour les jeunes qui ont
franchi cette étape. Donc, ce que nous retenons, c'est la pertinence de la pratique chez les jeunes, de se confronter à des gens qui sont déjà expérimentés. C'est aussi ce que j'appelle le besoin, l'expérience que nous tirons aussi, le besoin de financement. La réalité, c'est que pour certains de projets, l'entreprise ou l'entrepreneuriat est réel, est réalisable, mais à un certain niveau, les jeunes ont besoin de passer à l'échelle. Ils ont besoin de soit vulgariser l'innovation, de vulgariser l'initiative de sorte qu'il y ait plus d'adhérents, plus de... Je n'ai pas envie d'utiliser le terme clientèle, mais à ce niveau-là, souvent, ils ont besoin d'un coup de pouce, les jeunes ont besoin d'un coup de pouce financier. Et c'est réel pour un bon nombre d'acteurs francophones. Et le plus souvent, c'est un manque d'information parce que certaines opportunités de financement passent et les jeunes, en fait, ne sont pas très bien informés. Donc, je résume en disant ceci, c'est un besoin d'intensifier l'information sur les opportunités, un besoin de mettre en réseau les jeunes, c'est-à-dire renforcer les échanges entre eux, le partage d'expériences. Il y a des jeunes qui me disaient récemment à Sharm el-Sheikh, nous avons besoin de savoir ce que font les autres jeunes entrepreneurs et qui marchent bien. Et ça, c'est de la vulgarisation, c'est de la promotion. Nous avons besoin de travailler sur ça. Nous avons besoin de savoir où sont les fenêtres de financement, où est-ce qu'on trouve les financements et comment on monte les dossiers pour accéder à ces financements. Donc, ce sont des clés pour l'entrepreneuriat, mais ce sont les clés, je dis pour que les jeunes s'intègrent à l'entrepreneuriat, mais ce sont des clés aussi pour que les jeunes portent de bout en bout leur projet. Merci beaucoup. On retiendra donc, il faut regarder donc, la question de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs de manière holistique et inciter beaucoup plus sur l'accès à l'information, l'accès à des réseaux, non seulement de financement, mais aussi à des réseaux de partage de pratiques, de bonnes pratiques pour davantage impacter. Dans cette première phase donc, de nos échanges, et peut-être avant d'aller plus loin, je voudrais informer le public qu'on aura tout à l'heure un moment de questions-réponses, donc ils auront la parole pour poser leurs questions à nos panélistes. Et donc, dans cette première phase donc, des échanges, on a posé les bases donc, de l'entrepreneuriat comme une solution de réponse aux défis de notre époque, une solution pour atteindre les objectifs de développement durable, comme l'a si bien démontré Dr. Atef. Et Myriam nous a bien démontré que l'entrepreneuriat peut être durable, mais dans deux conditions. Non seulement l'entrepreneuriat pour répondre aux défis donc, de développement durable avec des emplois verts, mais également dans les autres secteurs avec une innovation, avec plus de créativité en intégrant la question de la responsabilisation et de la capacité à agir. Je voudrais donc, sur ces mots, retourner vers M. Oussou pour nous dire, pour vous, comment est-ce que vous entrevoyez cette cohérence, on va dire globale. On a parlé de durabilité, on a parlé d'entrepreneuriat et on a parlé de résilience. Vous avez à l'entame parlé également d'innovation. Non, merci. Moi, je vais faire simple. Je vais faire simple de ma compréhension parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la résilience, mais aujourd'hui, j'ai un programme thématique résilience dans la direction. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on travaille sur cette thématique-là. Et moi, je vous dis la manière dont je comprends ça. Une entreprise durable peut décider, par exemple, d'acheter ces matériaux de base. Je m'explique. Un restaurant, par exemple, dit je suis durable, mais je n'achète que du bio dans un rayon de 50 km. Un restaurant peut dire ça. C'est du durable, ça. C'est vert, ça. C'est bio et c'est lié à la communauté. Quand vous avez une entreprise qui est dans cette dynamique, les crises qui vont arriver, parce que la résilience, c'est quoi? C'est la capacité à attendre la crise. Par exemple, vous êtes à l'Université Senghor aujourd'hui, il y a une crise, il faut évacuer. Quels sont les dispositifs que l'université a pris plus ou moins? Bref, la résilience, entre autres, de manière ramassée, c'est la capacité à assurer une continuité de service et à prévenir ou bien à pouvoir réagir face à des événements inattendus. Lorsque vous avez une entreprise qui est dans une perspective qui est verte et durable, je dirais ça comme ça. S'il y a une crise, elle ne va pas sentir ça comme une entreprise qui s'approvisionne depuis la Chine, depuis plein de trucs. Regardez par rapport à la COVID. Par rapport à la COVID, vous verrez que les entreprises qui souffrent, ça monte même. La COVID nous a permis de voir
le circuit économique, la durabilité, le côté vert du cycle économique. Quand on dit que tout coûte cher parce qu'on importe, etc. Même la question de la guerre est comment nous pouvons manger du blé sans savoir que ce n'est pas le blé que nous produisons. Mais si le blé était durable, on allait chercher à produire le blé dans nos pays, on allait chercher à faire le blé avec du manioc, et à rester moins sensible. Et c'est là où je vous parle aussi en termes d'initiative au niveau de le projet Miracle qu'on vient de gagner qui a pour $50 000. Modèle inclusif de la résilience économique des États. On veut aller voir le côté endogène, ce qui vient, comment on peut faire. Et il y a derrière, dans ce projet de recherche, un calculateur de l'université économique ou quelque chose comme ça. Ces choses-là vont nous apprendre des choses. Et ce projet va démarrer là, incessamment. On va apprendre des choses, mais pour moi, on n'a pas le choix aujourd'hui de penser à la durabilité des choses. Et être durable, ce n'est pas de gros mots, c'est le fait de se dire, quand je veux le faire, vous savez, vous connaissez le rapport Brundtland qui parle de le développement durable, c'est l'approche, la dimension économique, la dimension environnementale et la dimension sociale. Mais c'est aujourd'hui, c'est se poser la question de, et ce que je fais, est-ce que je respecte l'environnement et j'implique la société. Quand vous le faites, vous êtes dans la durabilité. Et si vous êtes dans la durabilité, il y a durée. Quand vous êtes dans la durée, quand il y a un choc pour arrêter ça, vous êtes mieux préparé. Donc, si vous pensez à ce que ça soit durable, moi, ce que je retiens, je le répète, moi, j'observe. Et je travaille avec des gens qui sont, on a dans la salle ici des gens qui ont pris quelqu'un comme Badina ou Ismaïla, depuis 2 ans, ils ne voient que la résilience économique. Et la résilience, je dirais, de manière générale, la résilience organisationnelle, ils ne voient que ça, ils ne travaillent que sur ça. Quand vous les écoutez à la fin, vous dites celui qui veut être durable, il n'est pas défaut résilient sans sa rencontre d'une manière ou d'une autre. Même si nous dirons plus tard qu'il faut plan de continuité d'activité, il faut tout ce que, comme Myriam l'a démontré, ça c'est les spécialistes, ils vous diront qu'il faut des outils. Mais si vous pensez que durabilité est la base, vous n'êtes pas très exposé. C'est un peu ce que moi, je dirais pour répondre à votre question. Et peut-être pour une question que vous ne m'avez pas posée, ça, quand j'écoute ce qu'il a présenté ici là, ça rappelle à la responsabilité de que, même au niveau de la francophonie, il faut qu'on ramène les outils qui existent aux étudiants ici. C'est ce que j'ai dit à Pamela la dernière fois. Le IF fait des choses pour les jeunes, le Sengoya fait des choses qui sont des choses. On va vous ramener ça ici, on verra, on va discuter après cet avant. Vous viendrez présenter les outils à nos étudiants et ils vont pouvoir le faire. Au niveau de la TDE, nous avions prévu, et pour le budget de l'université en 2023, on a écrit pour la première fois une forte somme. C'est un début pour financer 1 ou 2 projets d'étudiants en fait de trucs. Je pense qu'on va l'orienter vers des projets qui sont des projets d'aide et des projets, voilà ça. Ça, c'est à chaud que je le dis, mais moi, je vais le porter vers le recteur pour dire, je préfère que ces projets qu'on va sélectionner soient des projets pour faire la promotion de ce que, parce que moi, je me rends compte que si vous êtes durable, commencez par être un peu résilient. Et maintenant, ça va plus aller, beaucoup plus si vous mettez les outils. C'est en réponse à votre question. Merci beaucoup, M. Oussou, qui permet vraiment de bien repréciser les éléments dans la tête de chacun de tous. Je voudrais laisser la parole à Myriam si vous voulez réagir donc, sur cette intervention synthétique de M. Oussou. Merci Gaël. Il est difficile de réagir parce que ça a été tellement bien mis en perspective que rajouter autre chose diminuerait le message. Donc, je préfère me taire. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Docteur, de compléter. Je voudrais saluer notre avis. En fait, le rapport de la Banque mondiale sur le développement mondial de 2020, juste avant le Covid, mentionnait ce qu'on appelle le champ de valeur. Et puis, il mettait l'accent sur l'exigence d'avoir des champs de valeur locaux, en fait, local ou locaux, et aussi il explique le blocage de COVID-19 a mis en place le fait que le village qui sont autonomes, la résilience aussi d'être, en fait, d'absorber le choc, mais aussi de continuer à vivre normalement. Et ce qu'on fait actuellement dans nos villages
je ne dis pas en Égypte, en Afrique, on avait, nos ancêtres, nos parents avaient en fait, le famille produisait tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils faisaient, ils vivaient dans une autonomie totale. Lorsqu'on a ouvert la porte à la consommation, on voulait faire l'industrialisation. Donc, on voulait produire quelque chose d'autre. Donc, on produisait pour, en fait, produire pour exporter. Donc, on a oublié le fait nous avons perdu l'autonomie de vivre normalement sans penser. En fait, le choc qu'on a eu, c'est qu'on a trouvé que le village, actuellement, je prends le cas d'Égypte, 50 ans, 40 ans en avant, tous les villages en Égypte produisaient des laits, fromage, en fait, tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils avaient aussi de marché à exporter vers de grandes villes. C'était le don rural. Et avec le changement économique, le tentative de l'industrialisation fait que le village devient importateur du tout. Donc, lorsqu'on avait le blocage de Covid, on s'est aperçu qu'est-ce qu'ils sont fait là. Avec la guerre de l'Ukraine, on a le blé. Je vous donne un exemple qui rejoint notre ami. L'Égypte a doublé la production de blé cette année. Et parce qu'il y a une crise, parce qu'on n'arrive pas à importer le blé, donc il fallait augmenter. Et c'était surprise donc augmenter la productivité 2 ou 3 fois. Et parce qu'il y avait une crise, donc il y avait les gens revendent à ça, ils disent OK, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre système de production et d'agriculture, changer en fait la manière d'irriguer, changer sans doubler la superficie de la même. Donc je réponds à dire que vraiment, il faut laisser les gens à réfléchir, à proposer des solutions, parce que nous avons la force, en fait, de résilience déjà là. Et nos ancêtres et nos parents avaient cette en fait, perception et nous n'avons pas besoin en fait, de dire qu'il y a un choc, donc il faut se préparer. Nous étions dans le temps un peu plus et maintenant préparé, je crois. Merci beaucoup, Dr. Atef. Vous l'exprimez si bien. Donc, la capacité de résilience était bien là. C'est l'humain, à force de vouloir chercher à innover peut-être aussi et à développer ou diversifier ses activités, qui s'est éloigné au fil de l'eau de cette question. Je voulais, avant donc, de laisser la parole au public pour les questions, poser une dernière question à M. Bateau sur, pour lui, aujourd'hui, par rapport à l'expérience qu'on vous FCP aussi, les pistes d'action qu'il identifie, les éléments qui peuvent être des facteurs de succès des entrepreneurs qui veulent créer, on va dire, un impact positif et de résilience. Alors, les facteurs de succès sont à plusieurs niveaux. Vous savez, l'entrepreneuriat, j'ai bien entendu ici les distinctions qui sont faites sur les différentes sortes, mais je vous dirais, dans toutes les circonstances, c'est bien de connaître un peu, je dis, la matière que nous traitons. Donc, un entrepreneur qui s'investit dans les énergies renouvelables doit effectivement passer par faire une étude, je dirais une étude de marché. Et justement, notre plateforme donne les solutions là-dedans. Je veux dire, si le besoin n'est pas réel dans votre communauté, en tant qu'entrepreneur de développement durable, vous n'avez aucun besoin de vous investir dans le domaine. Et c'est pareil, vous devez connaître les intentions de votre cible. Donc, si vous investissez dans un secteur et que ça concerne, par exemple, vos clients sont l'État ou les collectivités territoriales, ce que vous préparez doit être en phase avec les besoins. Si votre cible, ce sont les jeunes, je parlais justement avec un jeune qui s'investissait dans les déchets biodégradables utilisés, je veux dire, pour l'extension des cheveux. Donc, je donne un exemple, dans certaines circonstances, dans certaines communautés, les femmes utilisent plus ce type de produit. Donc, vous voyez, c'est important de connaître la cible. C'est important de connaître le domaine. Je donne un exemple, la durée de préparation,
les acteurs, la catégorie d'acteurs qui interviennent lorsqu'on parle d'un projet en énergie renouvelable ou d'un projet en recyclage des déchets, c'est pas pareil. Et pareil, si nous sommes dans le domaine de l'agriculture, je veux dire, les acteurs, c'est pas pareil. Donc, c'est important de connaître les acteurs qui gravitent. Dans ces acteurs qui gravitent, vous avez de la synergie à développer avec certains acteurs, mais vous avez aussi des concurrents. Mais je ne dirais pas de la concurrence parce qu'il y a tellement à faire encore en développement durable qu'il y a de la place pour tous les jeunes entrepreneurs. Mais il y a surtout à avoir de la confiance pour les jeunes. Et je ne cesserai de le souligner. Pour les jeunes, le développement durable, c'est comme une zone inconnue, c'est une zone à risque. Alors que ce que nous devons faire, c'est le changement en considérant que c'est une opportunité où nous n'avons pas de choix. Je dis, il ne nous reste qu'à investir dans ce domaine-là. Et les facteurs de succès, c'est d'organiser les jeunes. Je donne un exemple, je ne dirais pas par communauté, mais par pays, mais par région. Et du côté de la francophonie, ce sont les prochaines étapes. Moi, je donne un exemple. J'ai vu un jeune qui m'est revenu en disant que j'ai pu, grâce à votre outil, Je Climat, monter un dossier et j'ai pu avoir du financement. Et je lui ai demandé, mais comment vous avez eu le financement? Il m'a dit qu'il s'est rapproché du point focal Fonds vert climat de son pays, qui lui a dit, bon, écoutez, nous, au niveau international, c'est compliqué, mais orientez-vous vers tel ministère. Donc, les jeunes n'ont pas besoin de plus que, je dis, le référencement. Référencer les jeunes vers les bonnes portes d'entrée, vers les bonnes opportunités. Donc, essayer d'organiser les jeunes pour que des réseaux puissent partager les informations pertinentes. Je connais des partenaires qui ont des appels à l'issue desquels il y a très peu de projets qui sont soumis par les jeunes, mais désolé de mentionner régulièrement les jeunes parce que ce sont les acteurs qui sont les plus nombreux, qui ont des défis d'accès à l'emploi. Et donc, il faut les organiser. Il faut leur permettre d'accéder à l'information. Et l'accès à l'information, c'est la porte d'entrée. C'est pour ça que je salue l'initiative de Sangor. Les jeunes sont, je dis, à l'université, ils sortent des universités, ils vont être sur le marché de l'emploi, ils doivent être des acteurs de changement et ils doivent connaître ces réseaux où trouver les bonnes informations. Et je ne peux terminer en disant ceci. Le succès de l'entrepreneuriat, c'est déjà que les jeunes se disent deux éléments importants. Première chose, vous avez le succès dans l'entrepreneuriat comme vous ne pouvez jamais l'avoir dans un autre secteur. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, le succès, c'est dans les ODD, parce que justement, c'est là où les Nations Unies se sont accordées à apporter le plus d'investissement. Aujourd'hui, en termes de financement, toutes les organisations sont en train de concentrer leurs investissements dans les ODD. Et vous voyez, par exemple, une institution comme l'Agence française pour le développement, l'AFD, c'est 70% du financement qui va à tout ce qui est climat, tout ce qui est développement durable. Vous prenez, par exemple, les institutions, je vais caricaturer comme ça, du Bretton Woods, à partir des années à venir, il y aura beaucoup de changements et ça va affecter tous les mécanismes internationaux de financement, tous les mécanismes régionaux de financement et les institutions bancaires au niveau national. Je résume en disant ceci, l'avenir, c'est les ODD et ça passe par l'entrepreneuriat. Oui, merci beaucoup Issa, et vous le dites, on va rester sur ces mots de fin. Vous l'avez bien souligné, l'entrepreneuriat, c'est un domaine à succès. Et pour rencontrer ce succès, il faut investir dans les ODD parce que c'est là qu'il y a les rangs, c'est là qu'il y a les ressources et les investissements. Donc, on va passer la parole au public. Mais avant, je voudrais saluer Myriam qui va devoir nous quitter dans quelques instants à 17h. Donc, on a encore 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, principalement pour Myriam, c'est le moment de poser votre question. Donc, on va prendre peut-être une première vague de 5 questions avant d'avancer. Donc, prioritairement, les questions pour Myriam Merad. Vous vous présentez? Non. Il y a 18h, pardon, excusez-moi. 17h en France, 18h à Alexandrie, voilà. Oui, on prend une question.
Alors, bonsoir. Moi, c'est Harouga Bakoulachid. Je suis en gouvernance et management public. Alors, je me réjouis de retrouver M. Antef et M. Issa Bado en ligne. Et on remercie la direction du développement et de l'entrepreneuriat de nous donner cette opportunité de toujours rencontrer les sollicités. Alors, ma question, elle est toute simple. À chaque fois quand on parle d'entrepreneuriat, et je pense qu'on parle toujours autour de questions du financement. Alors, moi, personnellement, je compte en faire ma problématique de recherche pour mon mémoire. Je vous en ai parlé une fois. Alors, moi, ce que je considère, ce que je mets en perspective, c'est comment nos États qui ont des dettes auprès des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, peuvent utiliser justement ces mécanismes-là pour faire profiter les entreprises. Je sais qu'en Afrique du Sud, il y a eu ESCOM, qui a été plébiscité au cours de la COP26 par rapport à un mécanisme de financement qui concernait la décarbonisation. Et j'ose espérer qu'au niveau de les États, on pourrait mettre en place des politiques en faveur des entreprises de ce genre-là pour restructurer la dette et faire profiter les entreprises. Je voudrais savoir s'il y a des initiatives pareilles au niveau de la francophonie, au niveau de la Banque mondiale, qui sont en réflexion. Merci. On va prendre une deuxième question, peut-être, et laisser la parole à Myriam pour dire son mot de conclusion avant de devoir nous quitter. D'accord? Donc, Myriam, on prend une question et ensuite, on te laissera la parole. D'accord. Une dernière question? Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Ma question concerne la résilience. J'ai constaté, si j'ai bien compris, que vous liez la résilience à un certain protectionnisme, à une certaine autarcie. Est-ce que dans ce monde de globalisation, toujours parler de proximité, est-ce que cette conception est-il possible? C'est une question. C'est une question bien notée. Peut-être je vais laisser la parole à Myriam pour réagir d'abord sur cette question et dire son mot de fin. Voilà. Juste permettez-moi de bien noter si j'ai bien entendu ce que vous posiez comme question. Vous faisiez le lien entre résilience et une forme de perfection, c'est ça? Vous posiez la question du rapport entre résilience et... Protection de repli sur soi. Attention, je ne vous entends pas. Hein. Vous disiez? C'est une forme d'état-ci ou de repli sur soi. Ah, d'accord, effectivement. Repli sur soi, de protection. Oui, excusez-moi. Voilà, oui. Oui. Est-ce que plus de résilience et plus de protectionnisme dans les États, est-ce qu'on est en train d'aller contre la globalisation ou on est toujours en train d'aller vers la durabilité? Oui. En fait, ça dépend où a émergé le concept de résilience. C'est vrai que ceux qui l'ont porté plutôt dans le monde plutôt psychologique, c'est pour dire que face à des événements extrêmes, l'idée c'était de voir comment on retrouvait des capacités de rebond. Et puis petit à petit, c'est devenu un concept qui va être repris aussi, ou en tout cas a été mobilisé en parallèle par des personnes qui travaillaient sur les structures, hein, plutôt en génie civil, pour voir la capacité des structures à absorber un choc. Et avec le temps, avec l'arrivée de ces problématiques de changement climatique, ou en tout cas de crises qui nous touchent et dont, en fait, sur lesquelles on n'a pas de prise immédiatement, l'idée, c'était de se dire, tiens, que faire quand une situation nous échappe ou qu'on croit qu'elle nous échappe? Que faire individuellement, collectivement et à l'échelle des nations, voire entre les nations pour agir, c'est-à-dire faire avec quelque chose qui va devenir la nouvelle norme. Il est vrai que le sujet résilience, à un moment donné, beaucoup, on va dire, sur les niveaux de réflexion plutôt politiques, c'est-à-dire de sciences politiques, ou plus sociales, eh bien, c'est un principe qui a été critiqué parce que ce qui semblait induire comme effet, c'était de se dire, d'un côté, on a des États qui effectivement ont les devoirs de prendre en charge tout ce qui est nuisance pour les populations, les biens et l'environnement.
en tout cas tout ce qui rentre dans la sphère des risques majeurs, et que effectivement peut-être qu'il y a des situations où les risques sont mal connus, où les risques sont moins contrôlables, où on va demander un effort aux individus de venir pallier à l'action de l'État. En tout cas, en France, la discussion autour de ce terme résilience est venue se poser comme étant, est-ce que finalement c'est une façon pour l'État ou une façon pour la sphère publique de reconstruire la notion de la responsabilité et de la transférer vers les individus. Alors, en partie, c'est ce qui est en train de se dessiner d'une certaine manière, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une façon de repenser. Et là, je suis obligée, excusez-moi, de revenir, parce que en fait, on ne peut pas en parler de ce concept de résilience que in abstracto, revenir au contexte franco-français. Vous voyez, dans le contexte français, il y a une hyper-présence de la sphère publique et une présence plutôt modérée de la sphère privée. Et effectivement, l'idée, c'est de revenir à une forme d'équilibre. Il ne faut pas que la sphère publique vienne inhiber les capacités d'action. Elle est là pour les accompagner et les accompagner dans les faits. Donc, ce que vous signalez est juste et il soulève des questions si on pose la question de la résilience sous la forme de responsabilité. Hein. Quelles sont les nouvelles formes de responsabilité qui se dessinent pour les États? Voilà. Oui. Vous répondez donc qu'il faut aller vers davantage d'équilibre entre l'intervention du gouvernement, de la sphère publique et pour accompagner les sphères privées aussi à se positionner davantage et à partager en fait l'harmonie dans la société. Donc, je vais laisser, peut-être si tu veux ajouter un dernier mot avant de nous quitter, puisqu'on doit de toute façon arrêter dans 10 minutes. Donc, avant, si tu veux dire un mot, avant de laisser la parole à Issa et M. Atef pour réagir sur les autres questions. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été ravie de faire partie de cette table ronde, que je suis ravie effectivement des échanges avec les panélistes et puis de ce que j'entends comme questions dans la salle. Donc, je pense qu'on aura le plaisir de se revoir dans d'autres situations et pourquoi pas directement à l'Université Senghor. Donc, merci à vous tous. Et voilà, la suite des discussions. Merci. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir consacré donc, ce temps à nos échanges. Merci bien. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Monsieur Bado, est-ce que vous voulez réagir sur la question qui concerne les programmes de financement de l'IFDD ou de la francophonie? Merci. C'est une question très pertinente. Je pense que nous sommes partenaires de mise en œuvre du Fonds vert pour le climat et également partenaires du Fonds d'adaptation. Ce sont les deux principaux mécanismes de financement de l'action sur le climat au niveau international. Et ces dernières années, nous avons travaillé sur différents points. Premièrement, c'est travailler à ce que les entrepreneurs francophones s'investissent dans ce qu'on appelle l'accréditation. L'accréditation, si vous voulez bien, c'est la clé de l'accès au financement auprès de ces mécanismes internationaux. Alors, c'est un processus assez long, assez complexe. Et il y a dans l'espace francophone un nombre insuffisant d'entreprises francophones qui sont positionnées à ce niveau-là. Et c'est pour plusieurs raisons, la question toujours de la langue, la barrière linguistique, et ce sont des aspects sur lesquels nous travaillons. Alors, en ce qui concerne les fenêtres de financement à proprement parler, ce que nous avons fait ces dernières années, c'est sensibiliser ces acteurs, ces banques, en fait, ces mécanismes de financement internationaux sur la nécessité de mettre en place des fenêtres adaptées aux entrepreneurs, à la jeunesse, ainsi de suite. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont conduit le fonds d'adaptation à mettre en place ce qu'on a appelé le fonds pour l'innovation. Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, conscient qu'effectivement, c'est un enjeu important sur lequel nous devons travailler. Nous avons mis en place en 2022 le pôle francophone sur la finance climat. L'objectif est de conduire un plaidoyer de sorte à amener les banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, la banque, les banques au niveau interaméricain, au niveau européen, à intégrer davantage des fenêtres
qui sont sensibles aux entrepreneurs, aux jeunes et aux femmes qui s'investissent dans le domaine du développement durable. Donc, je résume ma pensée en disant ceci. Nous avons quelques efforts qui sont faits à travers quelques fenêtres qui financent les projets des jeunes. Je vous ai mentionné la fenêtre qui est dédiée donc aux innovations au niveau du fonds d'adaptation. Du côté de la francophonie, nous avons mis en place cette année un projet qui s'appelle Nexus. L'objet de ce projet est de prendre en compte justement l'action des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs à proprement parler ou des organisations de la société civile. Il y a même un appel qui court et l'objet de cet appel est de soutenir justement les innovations dans certains pays d'Afrique. Tout à fait. Et je termine en disant que nous poursuivons le plaidoyer pour que les banques et les mécanismes internationaux et régionaux puissent intégrer davantage les sensibilités pour les entrepreneurs. Merci beaucoup, monsieur Bateau, avec votre riche intervention aussi. On aura compris que l'IFDD déploie de nombreux instruments justement pour accompagner non seulement les jeunes, mais également renforcer l'esprit entrepreneurial dans l'espace francophone. Donc, je pense qu'on aura de nouvelles activités, de nouveaux cadres d'échange avec vous pour renforcer peut-être la coopération aussi entre l'IFDD et l'Université Senghor pour faire bénéficier à nos étudiants l'ensemble de ces processus et instruments. Donc, je vais me tourner vers M. Atef pour son mot de fin aussi, et par rapport à la question et dire sa conclusion. Merci pour la question. En fait, personnellement, j'ai participé dans 12 jours de négociations à Sharm el-Sheikh et je vous fais une petite confidence personnellement. En fait, M. Esser vient de dire le fonds d'adaptation. Il y a eu à Paris, en fait, l'année dernière à Glasgow, il y avait l'idée de faire un fonds de payer à peu près 10 milliards de dollars chaque année pour le fonds d'adaptation. Moi, personnellement, j'ai participé la première semaine dans toutes les discussions avec, en fait, les discours de tous les gens que vous avez vus à la télé, Macron, Biden et tout ça. J'ai constaté quelque chose de très, en fait, bizarre. C'est que le fonds d'adaptation, c'est l'argent qui va financer la plupart de la recherche et l'adaptation de mesures éthiques, c'est-à-dire les achats d'appareils, des choses comme ça. Et j'ai proposé moi-même un petit document au ministère des Affaires étrangères égyptien pour proposer l'idée d'avoir un autre fonds, un fonds de dédommagement pour le pays en voie de développement, pour financer tout simplement ce qu'il disait notre ami. Et j'étais ravi à la fin qu'ils ont adopté l'idée. Ce n'est pas mon idée, mais c'était, en fait, vous voyez que l'Afrique est responsable de moins de 3% de l'émission de gaz. Et il y a une étude qui était sortie l'année dernière démontrant que les pays en voie de développement payent 14% de leur budget annuel pour pour couvrir en fait les dettes. Et le pays développé paye seulement 3,5%. Donc, nous payons 14% de notre revenu pour en fait couvrir l'endettement qu'on a tous endetté. Donc, pour répondre à ça, moi, j'ai vu personnellement John Kerry qui déclarait que les États-Unis, l'Agence de développement américain, va uniquement pour la prochaine décennie financer le développement de projets dans des zones rurales pour le changement climatique. Donc, moi, je pense que probablement c'est une opportunité que la plupart d'argent qui va venir de développement, en fait, des agences de développement, va uniquement, je ne dis pas uniquement, mais c'est vraiment exclusivement pour pour le réchauffement, pas seulement le réchauffement, mais dédommager le pays en voie de développement et particulièrement la jeunesse qui pourrait éventuellement avoir des fonds pour créer des entreprises, pour créer en fait des activités qui vont en fait résiner avec en fait, les dommagements qu'on subit. Donc,
moi, je vous dis clairement que probablement préparez vos idées parce que vous devrez la semaine prochaine, j'ai une conférence avec la Banque mondiale en ligne sur le système d'alimentation et l'économique de demain. On a la plupart de tous les projets, même en Égypte ici, qui financés pour l'État égyptien, et tournent autour de l'économie verte, l'économie bleue. Donc, probablement, la prochaine décennie, non seulement la Banque mondiale, vous voyez le site de la Banque de développement islamique, la Banque de l'Afrique, développement de l'Afrique, vous servez sur le net, vous trouvez tout est vert. Donc, tout l'argent, il va être canalisé rapidement, non seulement l'argent des États, mais l'argent des agents de la Banque mondiale. Et je crois que c'est une opportunité au moins pour, en fait, nous payer un peu de ce qui dit de dommager de pertes. Que nous avons enregistré par rapport donc, à voilà, un seulement un degré de réchauffement climatique va nous perdre 80 millions d'emplois. Donc, c'est très sérieux. Actuellement, on dit que c'est très sérieux. C'est pour ça qu'on aura à mettre beaucoup d'argent, beaucoup de soutien. Et je crois que ça pourrait être une opportunité, en fait, pour les gens qui veulent démarrer des choses. Des choses nouvelles. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les choses que vous voulez dire rapidement avant la conclusion, considérant le temps qui est arrivé. Non, c'est pour dire que la dynamique verte va continuer. Nous, et je remercie Issa d'avoir partagé le lien qu'on va relayer dans le réseau Senghor. Et au niveau de la D2, nous avons une cellule de veille. Et je pense qu'il faut orienter aussi les recherches, surtout on trouve vers les étudiants qui ont posé la question des mécanismes de financement. Je ne connais pas un peu le nom, mais je me rappelle quand on était à Beauvais avec la directrice du département environnement, elle a fait venir un fonds qui finance des projets verts. Monsieur, il finance des petits. C'est un fonds c'est pas des grands projets, c'est les associations, les choses là. Je pense qu'il faut vous donner assez à ces informations-là pour que vous sachiez que c'est une thématique du moment où vous puissiez faire ces choses-là. Il y a 3 mois, je ne savais rien du verre et je crois que c'est grâce à Gaël et ETP ou moi-même, je suis allé dedans et je peux vous dire que c'est quelque chose qui nous concerne tous. À la fin, ce que je veux dire par rapport au président qui a posé la question, non, la raison n'est pas de se renfermer ce soir. Mais il est quand même simplement cohérent de dire si on peut se nourrir, on n'a qu'à se nourrir d'abord avant d'envoyer le reste aux autres. Que de dire non, on attend que, parce que c'est la mondialisation, les autres nous amènent tout et que nous, on achète. La crise de la COVID nous l'a appris que c'est une option qui a des limites. Que l'autre peut se fâcher et peut dire, bon, maintenant, là, je ne te donne rien. Comment tu fais? Et donc, pour l'autonomie de notre pays, moi, je distingue l'entreprise durable et l'entreprise durable qui est aussi l'entreprise verte. Je distingue les deux. Parce que vous pouvez faire de la durabilité sans être trop vert non plus, à partir de la responsabilité sociale et des choses comme ça. Mais pour revenir au thème, aujourd'hui, si vous ne pensiez pas d'une certaine manière à ce que les crises peuvent venir vous remettre tout en cause, vous allez être surpris aussi. Et la résilience, c'est une question qui concerne tout le monde aujourd'hui. Même chacun d'entre nous, des fois, on se pose la question, si je meurs, qu'est-ce que ma famille devient? Quand vous commencez par répondre à cette question, vous êtes en train de faire de la résilience. En train de dire, bon, je mets quelque chose de côté, j'écris quelque chose, je fais ceci. Donc, résilience, capacité donc à s'attendre à des imprévus qui puissent remettre tout en cause. Voilà ce que je peux dire et remercier encore nos amis de l'IFTD et Mariam est partie. C'est Myriam ou Mariam? Myriam est partie. Et je pense qu'il faut remercier Issa et remercier aussi Pamela qui n'est pas là, mais grâce à qui on a eu Issa. Et salut à Léo qui vient de nous rejoindre, qui est aussi derrière tout ça et qui a facilité toutes ces choses-là. Je lui tire chapeau parce que je sortais de l'avion quand il m'a encore appelé pour dire écoute, Pamela essaie de te joindre, rends-toi joignable. Merci frère, merci pour cet agi ensemble que
que nous prouvons depuis quelques temps. Donc, merci beaucoup à Gaël aussi de nous avoir accompagnés. La DDE s'est engagée dedans, il y aura des réponses et on va faire des choses dans ce sens-là pour vous et pour vous accompagner. Merci à Thème d'être venu malgré ta réunion à l'UIT. Merci de nous avoir soutenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Osso. Avant de rapidement conclure, juste voilà, réinsister sur les remerciements à M. Bateau et à M. Atef qui nous ont rejoints et qui ont consacré du temps à ces échanges. On retiendra donc qu'il est nécessaire d'entreprendre et de considérer l'entrepreneuriat comme une réponse appropriée donc, aux défis qui se posent dans nos communautés, dans nos diverses communautés. Et de retenir aussi que notre entrepreneuriat ne peut plus se passer de la durabilité, car nous avons besoin non seulement de répondre à nos défis d'aujourd'hui, mais de permettre demain aux générations de répondre aux défis qui vont se poser, en pensant également aux ressources, aux matières premières que nous avons à utiliser. Nous avons aussi dans cette table posé la question de la résilience comme la capacité d'anticiper, mais de s'adapter aussi et de pouvoir rebondir une fois que les événements incertains sont intervenus. Donc, l'entrepreneur, on l'a positionné comme un acteur qui doit faire preuve de résilience, mais qui doit transmettre cette résilience à son organisation et ensuite impacter la communauté. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais dire donc, le mot de fin et remercier les participants d'avoir été là nombreux pour ces échanges. Merci également à ceux qui ont été à nous pour nous avoir rejoints pour les échanges. Merci à tous. Merci. Information pratique, vous montez, si vous êtes inscrit, pour le buffet de la SME. Maintenant, si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse, patientez juste un peu, quelques minutes à l'entrée et on regarde si ceux qui sont inscrits ont eu de la place et ensuite on puisse vous faire chose là. On a commandé pour 100 places, s'il vous plaît. On a commandé pour 100 places, mais on sait qu'on peut dépasser de 10% ou le truc là, on sait bien. Si vous êtes inscrit et que vous n'arrivez pas, ne soyez pas étonné que votre allocation soit imputée du coût du repas. Ne soyez pas étonné de cela. Parce que le recteur a dit qu'il ne veut pas payer une place vide.